mal vu par les puissances occidentales qui se réunissent à Berlin pour revoir le traité, ce qui fâche l'opinion publique russe qui en veut à l'Allemagne. Cette dernière signe alors une alliance militaire défensive avec l'Autriche-Hongrie. L'Italie se joint ensuite à l'alliance après que la France se soit emparée de la Tunisie qu'elle convoitait. Les trois forment la Triplice ou la Triple Alliance. L'Allemagne, qui est désormais une grande puissance, entame une politique coloniale. Le pays réunit à Berlin les puissances européennes afin d'établir les règles autour de la colonisation, puis s'empare de territoires en Afrique et en Asie, ce qui occasionne tout de même des frictions avec les empires coloniaux britanniques et français. Face à la montée en puissance allemande, la France et la Russie signent une alliance militaire secrète. La France obtient ensuite de l'Italie un traité secret de neutralité, ce qui lui éviterait de devoir gérer un second front en cas de guerre. Le Royaume-Uni aussi voit d'un mauvais œil la montée en puissance allemande, plus particulièrement de sa flotte militaire qui peut faire concurrence à sa Royal Navy. De plus, l'Allemagne se rapproche de l'Empire ottoman, notamment en y construisant une voie de chemin de fer qui reliera Berlin à Bagdad et qui facilitera l'accès au pétrole mésopotamien sur lequel l'Empire britannique a des vues. La France, le Royaume-Uni et la Russie signent alors une alliance militaire et créent la Triple Entente. Le jeu des alliances risque d'entraîner tout le continent dans une guerre généralisée. Les puissances se lancent dans une course à l'armement et préparent des plans militaires. Au sud-est, l'Empire ottoman est affaibli par une révolution. L'Autriche-Hongrie en profite pour annexer la Bosnie-Herzégovine, ce à quoi s'oppose la Russie et surtout la Serbie qui rêve de réunir les peuples slaves du sud. Puis, deux guerres balkaniques repoussent l'Empire ottoman aux frontières du continent. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'héritier du trône d'Autriche, François Ferdinand et son épouse, sont assassinés par un nationaliste serbe de Bosnie. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir organisé l'attentat. La Russie prend la défense de la Serbie, alors que l'Allemagne, qui est désormais la première puissance militaire au monde, assure son soutien à son allié austro-hongrois. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie réagit en décrétant la mobilisation générale, ce qui pousse l'Allemagne à entamer son plan d'attaque. Celui-ci, pour éviter de devoir combattre sur deux fronts simultanément, prévoyait de vaincre rapidement la France en contournant par surprise ses armées par le nord, pour ensuite se retourner contre la Russie, qui mettrait plus de temps à mobiliser ses troupes. Le pays déclare la guerre à la Russie, envahit le Luxembourg, puis lance un ultimatum à la Belgique exigeant un droit de passage pour ses troupes, ce qui est refusé au nom de la neutralité belge. Le lendemain, l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis entame l'offensive. Le Royaume-Uni, qui est garant de la neutralité belge, déclare à son tour la guerre à l'Allemagne et débarque ses troupes en France. En quelques jours, toutes les puissances ainsi que le Monténégro entrent en guerre. Seule l'Italie reste neutre à ce stade. En Asie, le Japon, allié au Royaume-Uni, déclare la guerre à l'Allemagne et prépare l'invasion de ses colonies en Chine et dans le nord de l'océan Pacifique. Sur le front de l'Est, les Russes lancent l'offensive plus tôt que prévu par l'Allemagne. Mais ils échouent à s'emparer de la Prusse orientale, alors que plus au sud, l'Autriche-Hongrie bat en retraite. À l'ouest, les armées alliées ne peuvent empêcher l'avancée allemande. Les armées franco-britanniques battent en retraite jusqu'à la Marne, où elles se réorganisent, alors que le gouvernement français fuit la capitale pour se réfugier à Bordeaux. Mais la première armée allemande, qui tient le flanc, se détourne de Paris pour garder le contact avec la seconde armée et continuer l'encerclement. L'armée de réserve parisienne l'attaque plus au nord, ce qui la stoppe net. Une brèche s'ouvre, les Alliés s'y engouffrent, obligeant les Allemands à battre en retraite pour reprendre le contact. C'est l'échec du plan Schlieffen. Le front se stabilise, les deux camps tentent d'attaquer le flanc adverse et se lancent dans une course à la mer. Pour l'Allemagne, il s'agit aussi d'isoler la Belgique et de s'emparer des ports d'où débarquent les renforts et ravitaillements britanniques. L'armée belge réussit de justesse à rejoindre le front qui se fige complètement. Des réseaux de tranchées sont creusés de part et d'autre sur environ 700 km entre la mer du Nord et la frontière suisse. Maintenant que le front de l'Ouest est figé, les deux camps tentent par tous les moyens de prendre le dessus sur l'adversaire, la guerre devient totale. La puissante Royal Navy impose un blocus naval à l'Allemagne, tandis que des sous-marins allemands sont envoyés dans les eaux britanniques pour couler tout navire. Dans les airs, l'aviation, qui est encore une invention récente, est d'abord utilisée pour faire des observations, puis les avions serviront progressivement pour des bombardements et des combats aériens. Les Allemands utiliseront des zeppelins pour bombarder Paris 2 fois et l'Angleterre une 50aine de fois. Dans les tranchées, de part et d'autre, des gaz mortels seront utilisés pour attaquer l'ennemi au gré des vents.
Derrière la ligne de front, toute la population participe à l'effort de guerre. Les femmes sont notamment engagées dans des usines d'armement. Dans le monde, les colonies européennes et les dominions britanniques sont aussi engagés dans la guerre. Ils s'emparent des colonies allemandes et apportent de gros renforts en hommes sur les fronts. Sur le front de l'Est, la Russie est en difficulté face aux troupes austro-allemandes. L'Empire ottoman en profite pour rentrer en guerre aux côtés des empires centraux. Un nouveau front s'ouvre dans le Caucase alors que les Britanniques débarquent une armée indienne en Mésopotamie avec comme objectif les ressources pétrolières et imposent leur protectorat à l'Égypte. Les empires centraux, en réaction, lancent une offensive vers le canal de Suez afin de couper la route des Indes aux Britanniques, mais ils sont stoppés dans leur avancée. Dans le Caucase, après l'échec de l'offensive ottomane, le gouvernement accuse le peuple arménien d'avoir soutenu les Russes. Plus de la moitié des Arméniens se feront massacrer dans ce qui est aujourd'hui reconnu comme un génocide par 32 pays, mais pas par la Turquie. Pour soutenir la Russie qui est isolée, les Alliés veulent ouvrir une voie de ravitaillement maritime via le détroit des Dardanelles. Des navires franco-britanniques pénètrent dans le détroit et bombardent les forts ottomans, mais les eaux sont truffées de mines marines, forçant la retraite. Un mois plus tard, le 25 avril, les Alliés organisent un débarquement militaire, mais les défenses ottomanes ont été renforcées, et ici aussi le front se fige. Dans sa guerre sous-marine, l'Allemagne coule le navire britannique Lusitania et fait 1200 victimes civiles, dont 128 citoyens états-uniens. Les États-Unis, qui sont officiellement neutres, haussent le ton. Pour éviter que le pays entre en guerre, l'Allemagne freine sa guerre sous-marine. L'Italie, après avoir négocié avec la Triple Entente l'annexion de territoires autour de la mer Adriatique, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et lance une première offensive autour du fleuve Isonzo. Sur le front de l'Est, les Russes réussissent finalement à stopper leur retraite et à stabiliser la ligne de front. La Bulgarie, qui souhaite récupérer des territoires balkaniques, se joint aux empires centraux. Ensemble avec les forces austro-allemandes, ils envahissent la Serbie. En réaction, les Alliés violent la neutralité de la Grèce en débarquant à Salonique des renforts en provenance notamment des Dardanelles où l'échec est complet. Mais il est trop tard pour l'armée serbe qui est débordée et qui doit fuir via l'Albanie. Les troupes sont débarquées sur l'île de Corfou, d'où elles seront progressivement ramenées sur le front salonique. Sur le front de l'Ouest, les Allemands lancent une offensive massive à Verdun. L'artillerie allemande pilonne les tranchées françaises qui résistent tant bien que mal. Au sud du continent, le Portugal, allié au Royaume-Uni, confisque les navires allemands dans ses ports. En réaction, l'Allemagne déclare la guerre au Portugal, qui envoie alors des troupes en France et dans ses colonies en Afrique, où seule l'Afrique orientale allemande résiste encore aux offensives alliées. En Mésopotamie, après la perte de son armée assiégée à Kut, le Royaume-Uni cherche du soutien dans la région. Il négocie secrètement avec la France le partage des territoires ottomans à la fin de la guerre. Les deux soutiennent ensuite une révolte nationaliste arabe qui démarre à la Mecque en leur promettant l'indépendance. En mer du Nord, les flottes allemandes et britanniques s'affrontent dans une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Malgré de lourdes pertes côté britannique, les Allemands en infériorité profitent de la nuit pour aller se réfugier dans leur port. Alors que la bataille de Verdun fait toujours rage et que l'Italie est sous pression face à l'Autriche-Hongrie, la Russie tente de soulager ses alliés en lançant une offensive massive qui perce les défenses adverses. À l'ouest, une autre grande offensive est lancée le long de la Somme avec les Britanniques en tête. Ceux-ci utiliseront pour la première fois des chars d'assaut, mais ça ne fera pas la différence. Alors que la Roumanie rejoint l'entente, l'offensive Broussilov à l'est, puis les batailles de la Somme et de Verdun se terminent toutes les trois au prix de très nombreuses pertes humaines dans les deux camps. Les troupes sont épuisées et démoralisées. En Allemagne, l'effort de guerre et l'embargo commercial allié empêchent le pays de suffisamment se ravitailler en vivres. La famine frappe la population qui meurt de faim. Les puissances occidentales, elles, peuvent compter sur un approvisionnement en ressources via l'Atlantique, principalement en provenance des États-Unis, vis-à-vis de qui elles s'endettent. En réaction, l'Allemagne relance sa guerre sous-marine à outrance, l'objectif étant de couler tous navires commerciaux et militaires. De plus, l'Allemagne envoie un télégramme au Mexique pour lui proposer une alliance contre les États-Unis. Le message est intercepté par les Britanniques et transmis aux États-Unis qui se préparent désormais à entrer en guerre. En Russie, l'effort de guerre épuise la population qui se révolte et obtient l'abdication du tsar. Un gouvernement provisoire est mis en place, mais celui-ci choisit de continuer la guerre. Les États-Unis déclarent à leur tour la guerre à l'Allemagne, mais il faudra plusieurs mois pour que les premières troupes rejoignent les fronts. La Grèce, qui est mise sous pression par les Alliés, se joint elle aussi à l'entente.
Un peu partout, des soldats épuisés entament des mutineries. Sur le front d'Isonzo, après 11 offensives italiennes similaires qui ont donné peu de résultats au prix de nombreuses vies, le moral des troupes est au plus bas. Les troupes austro-allemandes contre-attaquent et repoussent la ligne de front. Aux portes de Gaza, après une victoire, les armées britanniques s'apprêtent à entrer en Palestine. Pour gagner le soutien de la communauté juive, le ministre britannique Arthur Balfour publie une lettre destinée au Lord Rothschild, membre du mouvement sioniste, promettant un foyer national juif en Palestine. En Russie, les bolcheviks organisent une seconde révolution et s'emparent du pouvoir. Ceux-ci signent un armistice avec l'Allemagne. Mais après l'échec des négociations, la guerre reprend. Les forces austro-allemandes mettent l'armée russe hors de combat, obligeant le pays à accepter la paix et à reconnaître l'indépendance de nouveaux États. Le pays entre désormais en guerre civile. Maintenant que la Russie est hors jeu, l'Allemagne se concentre sur le front de l'Ouest afin de l'emporter avant que les troupes états-uniennes ne renforcent ce front. Une offensive de grande ampleur est lancée. Pendant 4 mois, les troupes allemandes évoluent pour atteindre à nouveau la Marne. Mais une puissante contre-offensive alliée oblige les troupes allemandes à battre en retraite. En parallèle, les Alliés lancent une offensive sur le front de Salonique qui oblige rapidement la Bulgarie à signer un armistice. L'Empire ottoman se retrouve isolé alors que les forces arabo-britanniques atteignent Damas et que les Français débarquent à Beyrouth. L'Autriche-Hongrie bat en retraite dans les Balkans et en Italie, mais l'Empire est surtout fragilisé par les minorités qui proclament leur indépendance. L'Empire ottoman, puis l'Autriche-Hongrie signent un armistice avec l'Entente. En Allemagne, des marins refusent de combattre la Royal Navy et entament une mutinerie qui se transforme en une révolution populaire. L'empereur est contraint d'abdiquer. Le nouveau gouvernement demande un armistice qui est signé le 11 novembre 1918. Pendant 6 mois, les vainqueurs se réunissent à Paris pour rédiger les traités de paix sans convier la Russie bolchevique qui a signé une paix séparée avec l'Allemagne. Les États-Unis proposent un plan de paix qui comprend la création de la Société des Nations, alors que le Royaume-Uni et surtout la France, dont le nord du territoire est dévasté, veulent affaiblir l'Allemagne et lui faire payer de lourdes réparations. Le 28 juin 1919, date symbolique car pile 5 ans après le double assassinat de Sarajevo, le traité de paix est signé entre l'Allemagne et les Alliés à Versailles, dans la salle où avait été proclamé l'Empire allemand en 1871. Le traité imposé à l'Allemagne est sévère. Le pays perd 20% de son territoire et 10% de sa population, principalement au profit de la Pologne qui est recréée et qui obtient un accès à la mer. L'Allemagne est coupée en deux, alors que la Sarre, région riche en charbon, passe sous contrôle international pour les 15 années à venir. Les colonies allemandes sont partagées entre les vainqueurs, l'armée du pays doit être limitée. Enfin, l'Allemagne et ses alliés sont rendus seuls responsables des dommages de la guerre et doivent payer toutes les réparations. Le traité est vécu comme une humiliation pour le peuple allemand. L'Autriche-Hongrie est complètement démantelée. La Tchécoslovaquie est créée, ainsi que le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui deviendra la Yougoslavie. L'Italie se sent lésée car elle n'obtient pas tous les territoires qui lui ont été promis. L'Autriche, qui est entièrement germanophone, n'a pas le droit d'être rattachée à l'Allemagne. L'Empire ottoman est lui aussi dépecé lors du traité de Sèvres. Le Royaume-Uni a du mal à respecter ses engagements. Le pays a promis des terres aux Français, aux Juifs sionistes et l'indépendance aux Arabes. Les Turcs refusent le traité et reprennent les armes. Ils s'emparent de territoires, puis signent à Lausanne un nouveau traité qui fixe les frontières de la Turquie actuelle. La Première Guerre mondiale est alors la plus meurtrière jamais vécue, avec un peu moins de 18 millions de morts, dont 8 millions de civils. La population, affaiblie, est ensuite durement frappée par la très meurtrière pandémie de grippe espagnole. Économiquement, les puissances européennes sont lourdement endettées, au profit des pays neutres et des États-Unis, qui renforcent leur statut de première puissance économique. La Russie est devenue l'URSS, le pays est épuisé par la guerre et frustré d'avoir été amputé de nombreux territoires européens. En Palestine, la tension monte entre les Arabes et les Juifs sionistes qui y migrent. Les nouvelles frontières du continent européen ne respectent pas vraiment les populations, notamment des Allemands se retrouvent en Pologne et en Tchécoslovaquie, ce qui participera au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.